Bonjour H16. Alors vous écrivez dans des journaux, Atlantico et Contrepoint, des journaux qu'on va qualifier de droite, enfin en tout cas à tendance libérale. Et vous êtes également l'auteur de plusieurs livres, dont Égalité, taxes, bisous et Petit traité d'anti-écologie à l'usage des lecteurs méchants. Donc vous écrivez des articles plutôt pertinents, enfin en tout cas à mon sens, et généralement assez drôles. En tout cas, vous êtes un libéral Oui. affirmé. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous pouvez nous donner votre définition du libéralisme en quelques Euh, mots? en quelques mots. Alors, le libéralisme, c'est une doctrine de droit et c'est essentiellement s'assurer de l'égalité en droit des gens face à la vie, Ok, quoi. C'est une doctrine de droit. C'est ok, s'assurer que les gens aient le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit à un certain nombre de choses. ok, C'est ça, essentiellement. Et à partir d'accord. de là, on va construire tout le reste, c'est-à-dire le droit de la propriété privée, mener sa vie comme bien comme on le souhaite, et puis voilà quoi, essentiellement. Ne pas D'accord. nuire à autrui, puisque évidemment à ce moment-là on enfreint les droits d'autrui, etc. Voilà. Alors, bon, vous venez de donner une définition qui est intéressante. En tout cas, c'est pas un gros mot parce que libéral, on a l'impression aujourd'hui que c'est devenu un gros mot. Là, je pense que vous venez de donner une bonne définition, mais je vais vous dire, moi, la raison pour laquelle je suis très content de pouvoir vous interviewer, c'est que souvent, à la fin de vos articles, enfin pas souvent, mais quelquefois, vous terminez vos articles en disant ce pays, en parlant de la France, ce pays est foutu. Oui. Donc j'en déduis que, sachant que vous êtes libéral, affirmé, j'en déduis que pour vous, le pays, la France, en tout cas, n'est pas assez libéral. Oui. Et pourtant, quand on interviewe, enfin quand on questionne des gilets jaunes, par exemple, ils vous disent ouais, le pays il est foutu parce qu'il est trop libéral. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, en quoi le pays est pas du tout libéral et pour quelles raisons il va selon vous, se cracher d'un point de vue économique? Alors déjà, je tiens à faire la différence entre quand je dis ce pays est foutu, c'est une formule qui est pratique, mais c'est pas le pays qui est foutu. La France, elle a plus de 2000 ans d'histoire, elle se relèvera sans problème. Donc les gens qui y habitent se relèveront. Quand je dis ce pays est foutu, en fait c'est cet État est foutu, mais ça rend nettement moins bien. Donc en gros c'est toute l'administration, la République, la façon dont c'est construit, ça tient pas la route. Ça tient pas la D'accord. route parce que c'est essentiellement effectivement basé sur une fiction, hein, la fameuse fiction de Bastia, selon laquelle tout le monde vit aux dépens de tout le monde. Donc ça peut pas marcher. Alors pourquoi c'est un constat qui est assez facile à faire. On est dans un pays qui a plus de 1000 milliards d'euros par an de prélèvements, et pour ces 1000 milliards d'euros, qu'est-ce qu'on a en face? On n'a plus rien. On n'a pas je veux dire, quand on compare à 20 ans ou à 30 ans ou à 40 ans, on avait des prélèvements qui étaient une fraction de ça, et on n'avait pas moins d'hôpitaux, on n'avait pas plus de gens à mourir dans la rue, il n'y avait pas moins de sécurité, il y avait pas. Bon, on n'a pas arrêté d'augmenter les prélèvements, et en face, qu'est-ce qu'on a? On a des services de plus en plus médiocres. On n'a pas arrêté d'augmenter les impôts, et en face, on a toujours plus de miséreux, toujours plus de chômeurs, toujours plus de. Bon. Quand on regarde très concrètement la mentalité, la façon dont les gens se comportent, c'est j'ai un problème, que peut faire l'État pour moi? C'est pas comment est-ce que je peux m'en sortir, c'est comment est-ce que l'État, que doit faire l'État pour m'aider? Donc, on a entièrement construit notre éducation, on a entièrement construit nos médias, on a entièrement construit la société française sur le prédicat que l'État était omniscient, omnipotent, allait s'occuper de nous, de la tétine au cercueil, et que partant de là, tout allait bien se passer. On est dans la surprotection de l'individu et du groupe. Quand je dis surprotection, c'est évidemment c'est fantasmé, hein, c'est-à-dire que l'exemple type c'est la crise du Covid. Hein, on a vu ça de façon assez magnifique. L'État devait absolument tout faire de façon centralisée, hiérarchique, imposant depuis la tête jusqu'à la base l'ensemble des décisions qui ont été prises, avec le résultat qu'on a vu, etc., etc. Donc c'est Alors, vraiment typique. C'est ça. Tout le pays est entièrement conçu ouais. sur ce prédicat-là. Donc Et si du coup, ça c'est pas du ouais, pardon, si ça c'est pardon. pas du collectivisme, je sais pas ce que c'est. Hein, Ouais. le libéralisme c'est exactement l'inverse. Le libéralisme c'est la responsabilité des individus. Là il n'y a plus de responsabilité des individus. On se débrouille pour faire des individus. On en fait des enfants irresponsables et c'est l'État qui décide de tout en dernier ressort. Donc vous diriez que la haute administration, l'État, je crois que vous l'avez écrit d'ailleurs, que c'est un occupant intérieur Oui, qui met le pays en oui, ruine.
Oui. Mais au profit de qui? Mais de lui-même. De lui-même, et D'accord. c'est très visible. C'est très visible. Vous avez une caste, une caste administrative. Le pire, c'est que dans cette caste administrative, vous avez les petits maillons du bas qui sont aussi misérables que le reste du Ouais. peuple. Donc ils n'en profitent pas vraiment. Ils ont parfois certains avantages, mais la plupart du temps, ils sont dans la même merde que le reste du peuple. Par contre, au fur et à mesure que vous gravissez les échelons, vous arrivez avec des gens qui ont de plus en plus de privilèges, de plus en plus de droits, de plus en plus de passe-droits même. Et ces gens-là pillent le pays. Ils pillent le pays de façon absolument évidente. Quand on voit la façon dont se comporte par exemple Bercy vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des entrepreneurs individuels, quand on voit comment se comportent certaines administrations qui considèrent que par défaut un patron est au mieux une source de revenus, au pire un escroc qui mérite, qui attend la prison d'une façon ou d'une autre parce qu'il a fraudé d'une façon ou d'une autre. Non, bah, toute l'administration française est basée là-dessus. Est basée sur le fait que le pays doit quelque chose à son administration et pas l'inverse. Ouais. Euh, Mais pourtant, on vote, donc on pourrait dégager ces gens. oui, quand vous avez le choix entre quelqu'un qui dépend de l'administration ultimement et quelqu'un en face qui dépend lui aussi ultimement de l'administration, vous choisissez en fait entre deux faces de la même pièce. Actuellement, combien de personnes qui se présentent aux élections ne sont pas soit issues de l'ENA, qui est, pour rappel, hein, l'École nationale d'administration, donc des gens qui sortent et qui vont gérer le pays, donc c'est de l'administration, Ouais. hein, donc essentiellement la fonction publique. Hein, vous avez ça, ou alors essentiellement ça va être des grands corps constitués et qui sont eux aussi massivement utilisés dans l'administration. On choisit, en gros, on choisit dans un pool de fonctionnaires. Regardez l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est composée de façon extrêmement majoritaire de gens qui sont complètement détachés du privé, qui sont soit dans des administrations étatiques ou para-étatiques, soit qui sont directement des fonctionnaires au service de l'État. Et donc, effectivement, ces gens-là, bon, bah, on va me parler des médecins, par exemple. Les médecins, il y a pas mal de médecins dans l'Assemblée nationale, mais les médecins, stricto sensu, maintenant, ne sont plus que des fonctionnaires, tous. Alors, effectivement, ils ont des cabinets privés, etc. Mais très concrètement, si vous retirez 80% de leurs revenus qui viennent de la sécurité sociale, ils sont majoritairement fonctionnaires. Donc en fait, quand vous regardez le spectre de l'Assemblée nationale, vous voyez quoi? Vous voyez des fonctionnaires majoritairement. Quand vous regardez le Sénat, c'est pareil. Quand vous regardez l'ensemble des politiciens, l'écrasante majorité, ce sont des gens qui sont issus de la haute fonction publique, de la fonction publique en général, qui ont fait des études qui les ont tous formatés de la même façon. Donc, je veux dire, choisir entre, je sais pas, moi je prends des exemples au hasard, Ségolène Royal ou vous choisissez en fait vraiment, c'est des nuances de la même couleur, de la même catégorie de population, mais c'est toujours la même. Ouais. Alors souvent, quand on discute avec des personnes de gauche, on va dire ça comme ça, et qu'on leur dit que ce serait pas mal de dégraisser un petit peu, qu'il y ait moins de fonctionnaires, ils vous disent oui, mais attendez, on n'a pas assez de profs, on n'a pas assez de personnel soignant, chez les pompiers, il n'y a pas assez de moyens. Donc vous, HS, où est-ce que vous dégraissez? Alors, d'une part, c'est faux, c'est-à-dire qu'actuellement, la fonction publique, quand on regarde l'ensemble de la fonction publique, elle a augmenté, elle n'a diminué que dans la fonction publique étatique, la fonction centrale, très légèrement, de quelques pourcents sur les 20 dernières années, mais partout ailleurs, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, elle a augmenté sans arrêt. Donc quand on dit on manque de ceci, on manque de cela, non, les gens ils sont là, il y en a plein, il y en a trop. Pareil pour les profs, il y a de plus en plus de profs et de moins en moins d'élèves. Quand on regarde, en fait, le ratio de profs par élève diminue, alors que le nombre d'élèves par classe, lui, reste quasiment constant à pas loin de 40, je crois. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un nombre volant de profs qui ne sont pas employés, enfin, qui n'arrêtent pas d'augmenter. Bon, très concrètement, qu'est-ce qui se passe actuellement? La fonction publique est utilisée essentiellement pour résorber le trop-plein de chômage. Donc, vous vous retrouvez, par exemple, on va prendre les hôpitaux, vous avez effectivement un nombre de personnel hospitalier qui sont réellement dans le domaine de la santé, qui augmente peu ou pas suffisamment vite par rapport à la population, c'est débattable. Par contre, le personnel administratif autour, lui, n'a pas arrêté d'exploser. On se retrouve avec un nombre de personnes qui papillotent autour
des gens qui sont directement à s'occuper des malades, qui, lui, n'aura pas arrêté d'augmenter. On va avoir des dizaines de personnes qui vont s'occuper de l'assurance qualité, du suivi des stocks, du jardinage, enfin tout ce que vous voulez autour de l'hôpital, et des gens qui font effectivement les soins. Vous en avez beaucoup moins en proportion que ce que c'était il y a 20, 30 ou 40 ans. Quand on regarde les chiffres, on est maintenant à près de 34% de gens qui sont dans la fonction publique hospitalière qui n'ont pas de rapport direct avec la santé. Donc, il faut autre chose. La proportion est inférieure à 20% dans la plupart des autres pays d'Europe. Donc, je veux dire, ça fait déjà, là, vous avez 10 à 15% de personnel en trop dans cette partie-là. Si la question où est-ce qu'on devrait dégraisser, il n'y a rien que là déjà, rien que là. Okay. Si on regarde, il y a plus de personnes qui s'occupent des anciens combattants que d'anciens combattants. Vous avez plus de gens qui s'occupent des agriculteurs que d'agriculteurs. Bon, c'est pas normal. Je veux dire, tout ça, c'est totalement absurde. Vous avez un nombre invraisemblable de personnes qui s'occupent du suivi des quotas dans l'agriculture, dans la pêche, dans tout ce que vous voulez, et vous avez à côté un nombre de pêcheurs ou d'agriculteurs qui diminue. Donc c'est totalement absurde. On se retrouve avec 3 personnes qui regardent un agriculteur pour faire qui lui disent comment faire son travail, quoi. Enfin, c'est ridicule. Bon. Dans la fonction publique territoriale, les mairies, les régions, les départements sont connus pour être des viviers d'emploi. Donc, quand un maire est élu, quand un conseiller régional est élu, la première chose qu'il va faire, c'est voir là où il peut augmenter la masse salariale, parce que ça fait autant de chômeurs en moins. Ça permet aussi de placer les petits copains, etc. etc. Mmh. Donc, le dégraissage, il est là. Mais évidemment, il faudrait prendre quasiment chacun des postes, les examiner, puis bon, c'est un travail absolument gigantesque. Tout le monde utilise en fait l'administration, tout le monde utilise l'ensemble de ces administrations comme un immense potentiel d'embauche. Alors que normalement, le but, ce serait de diminuer au maximum à chaque fois que possible les embauches afin de réduire la masse salariale de l'État en général. D'accord. Alors, je reprends l'exemple des gilets jaunes qui nous disent souvent, en tout cas, il y a un truc à diminuer, c'est le nombre d'usines, enfin l'industrie, on a déménagé l'outil industriel, et ça c'est la faute au libéralisme et à la mondialisation. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gilets jaunes? C'est ni vrai ni faux, donc c'est perpendiculaire. Encore une fois, il faut se mettre à la place de l'industrie en question. Vous avez le choix, soit vous employez des gens en France, vous faites travailler des gens en France pour une industrie quelconque, soit vous faites la même chose ailleurs et ça vous revient moins cher. Donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'en France, le coût du travail est aussi élevé? Parce que tous ces noms d'une pipe d'administration, il faut les payer à un moment ou à un autre. Mmh. Je veux dire, c'est très simple. La désindustrialisation, elle est directement liée à la quantité de pognon qu'il faut pour faire tourner la bête étatique. Et donc, quand ils disent c'est le libéralisme, c'est la mondialisation, non, c'est parce qu'actuellement, il y a une part de vérité, c'est comme on a facilité le mouvement des capitaux et des entreprises, les entreprises s'installent à l'endroit où c'est moins cher. L'erreur, c'est d'arrêter son raisonnement à cet endroit-là. C'est de dire, c'est scandaleux. Ils s'installent en Chine ou ils s'installent, je sais pas, en Corée parce que c'est moins cher et donc c'est scandaleux parce que ça devrait être fait en France. Mais s'ils s'installent là-bas, c'est précisément parce que c'est moins cher. Le problème ne vient pas du fait qu'ils se sont installés en Corée, mais il provient du fait que c'est moins cher de le faire en Corée ou en Chine que de le faire en France, malgré le coût de transport. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coût en France est trop élevé. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est qu'on a consciencieusement choisi de ne pas former nos Français. Donc le résultat, c'est qu'on a des élèves qui sortent avec le bac, qui savent à peine lire, écrire et compter. Donc évidemment, quand il s'agit de mettre en place et de manipuler des machines-outils relativement complexes, quand il s'agit d'avoir un suivi industriel, quand il s'agit d'avoir une certaine qualité de travail, elle n'est pas là. Regardez ce qui se passe en Allemagne, ils ont formé, ils continuent à former régulièrement des gens à la maintenance industrielle, au travail de précision, etc. Et ils n'ont pas de problème pour maintenir leur outil industriel. Ouais. Bon, mais évidemment, derrière, qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est qu'ils vendent de la qualité, ça veut dire qu'ils ont réussi à modifier leur processus. Bon, mais ça, c'est qu'une petite partie de l'explication. L'autre partie, c'est que à salaire égal, en France, je veux dire, à coût égal, en France, vous employez moins de personnes pour la simple et bonne raison que derrière, ça coûte beaucoup plus cher. Alors, faites construire une voiture en France, faites construire une voiture en Allemagne, la voiture en France sera de qualité inférieure, à prix égal.
Ou alors, si c'est à qualité égale, la voiture coûtera plus cher en France qu'en Allemagne. La raison est simple, c'est que, encore une fois, les coûts salariaux en France sont supérieurs aux coûts salariaux en Allemagne. Ça se traduit aussi directement par le salaire médian. Le salaire médian en France est inférieur au salaire médian en Allemagne. Le taux de pauvreté, qui est calculé comme étant 60% du salaire médian, eh ben, on se retrouve avec exactement la même chose. Globalement, on va nous dire il y a moins de pauvres en France, alors qu'en fait, quand on regarde la définition, quand on regarde les chiffres, on se retrouve avec il y a plus de pauvres en France qu'en Allemagne, etc., etc. Si je prends l'Allemagne, parce que c'est l'Allemagne qui est choisie régulièrement, on pourrait regarder aux États-Unis. Il y a des gens qui délocalisent les productions françaises pour les mettre aux États-Unis pour exactement la même raison. Qu'on ne vienne pas me dire que les États-Unis, c'est un pays du tiers-monde qui emploie les gens payés au lance-pierre. C'est pas ça le problème. Ouais. Et quand on commence à libéraliser, à diminuer les coûts du travail, les gens peuvent relocaliser en France. Et c'est tout à leur avantage. Il y a plein de choses qui n'ont aucun intérêt à être faites ailleurs. Donc c'est vraiment ça. Ouais. C'est vrai que c'est pas intuitif de se dire ça coûte finalement moins cher de faire une voiture en Allemagne alors que le niveau de vie est supérieur. C'est vrai que c'est pas évident à capter comme ça. Mais puisqu'on faisait le tour des pays, on parlait de l'Allemagne et des États-Unis, quels sont les pays, d'après vous, où le libéralisme fonctionne bien? Qu'est-ce que vous citeriez comme exemple? En fait, il n'y a pas. Ça dépend des endroits, parce qu'on pourrait prendre la Nouvelle-Zélande, par exemple, pour le libéralisme dans l'agriculture, c'est très intéressant. On pourrait prendre la Suisse pour un certain nombre de choses. Ils ont un code du travail qui est extrêmement beaucoup plus léger qu'en France et ça marche nettement mieux. L'Allemagne, bien meilleur rapport entre syndicats, patrons, employés. Les États-Unis, la souplesse du marché du travail autorise effectivement nettement plus de choses, etc., etc. Mais il n'y a pas de pays à proprement parler qui soit totalement libéral ou bon. Donc ça va être par partie. Il y a de bonnes idées un peu partout. Le problème, c'est encore une fois une question de mentalité. Quand on regarde en France, la mentalité majeure, c'est il faut que l'État m'aide. Donc, vous prenez n'importe quelle zone franche en France qui a largement montré que les emplois pouvaient se créer dans certaines zones franches. Donc, essentiellement, les zones franches, c'est là où il y a moins ou pas d'impôts sur les sociétés, ou peu d'impôts sur les sociétés, ou des charges sociales qui sont beaucoup plus faibles, ou un mélange de ça. Cet exemple-là qui montre pourtant que ça fonctionne, il n'est pas répété à l'ensemble du territoire, alors que pourtant on sait que ça fonctionne dans d'autres pays, que ça fonctionne très bien. Autre exemple, l'Irlande. L'Irlande, ils ont un taux d'impôt sur les sociétés, ou le Luxembourg, pareil, qui a un taux d'impôt sur les sociétés qui est très faible. On est à inférieur à 20%. Bon. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place assez rapidement. Alors, qu'est-ce qui se passe en France? On ne le fait pas. Pourquoi? Parce que sinon, on fait un cadeau aux riches. Ce qui est totalement idiot dans la mesure où, confronté au problème Amazon, par exemple, on pleurniche qu'Amazon ne s'installe pas en France. On ne comprend pas pourquoi Amazon s'installe en Irlande. Mais l'exemple type, c'est Amazon s'installe en Irlande parce qu'il paye beaucoup moins d'impôts en Irlande qu'en France. C'est aussi simple que ça. Donc, on va me dire, oui, mais est-ce que les Irlandais sont plus libéraux? Mais, je veux dire, on est arrivé à un tel niveau de collectivisme en France que n'importe quel pays, il suffit qu'il fasse un peu moins d'impôts et qu'il tabasse un peu moins le contribuable pour que immédiatement il soit un peu plus libéral. Ouais. La liberté donnée aux individus, la prise de responsabilité et le gain pour la prise de risque est mieux rémunéré partout dans le monde, sauf en France. Il y a quelques pays où c'est moins bien rémunéré encore, mais ils ne sont pas vraiment significatifs. Le Venezuela, le Cuba, la Corée du Nord, enfin... C'est bon, et puis après il y a tous les pays qui sont ouvertement socialistes, ouvertement collectivistes et ouvertement dans la merde. Mais voilà quoi, c'est dramatique, mais c'est exactement ça. Il y a ce qui marche bien dans les autres pays, c'est connu, on sait refaire en France, on ne fait pas parce que ce serait faire des cadeaux aux riches, etc., etc. Donc, alors vous parlez de collectivisme, il y a un phénomène un peu intéressant, c'est les pays de l'Est de l'Europe, par exemple, en sont sortis, pour rentrer un peu dans l'économie de marché, et on a l'impression que certains pays de l'Ouest, dont la France et maintenant même les États-Unis, sont tentés par le socialisme. Je sais pas, vous écriviez dans un article il n'y a pas longtemps qu'en 2020, l'année 2020 était une année de radicalisation. Oui. On avait les écolos, les antiracistes, oui. Qui ressemblaient à des bolcheviks. Comment on peut expliquer ça, que l'Ouest bascule, qu'il y ait un échange entre l'Est et l'Ouest, quoi, finalement, de mentalité?
du point de vue de l'Est, eux, ils en viennent, donc ils savent ce qu'il faut éviter et ils savent où ça mène, donc il n'y a pas de mal à comprendre qu'ils veulent en rester éloignés. De notre côté, alors je vois qu'en France, il n'y a jamais eu réellement de mise au banc du communisme et des dégâts qu'il a fait. On a continué à chérir un certain romantisme vis-à-vis du communisme. Donc ça aide énormément et on regarde, c'est pareil en Italie, hein, ils ont continué à chérir un peu le communisme. Donc ce sont des pays qui traînent encore cette tare-là. Il y a aussi l'aspect que c'est très compliqué parce que là, en 2 ou 3 minutes, ce serait impossible de revenir sur. Mais disons qu'il y a un mouvement global des civilisations en général, qui est que quand on a le ventre plein, on peut commencer à réfléchir à plein de choses, à essayer de donner ou faire donner à ceux qui n'ont pas, etc., etc. Bref, on veut absolument se déculpabiliser d'avoir le ventre plein quand les autres n'ont pas le ventre plein. Et donc, on met en place un certain nombre de mécanismes qui permettent soit de se déculpabiliser, soit de se trouver une échappatoire. Bon. Donc c'est pas aberrant qu'on trouve ça dans les pays les plus dodus, on va dire. D'accord. Mais ce que vous aviez l'air de dire, c'est que les écolos, parce que effectivement le Parti communiste en France, par exemple, il fait des scores minables. Aux États-Unis, il n'existe même pas. Mais ce que vous avez l'air de dire dans l'article, c'est que les écolos, les antiracistes, sont des bolcheviks qui s'ignorent. Ou peut-être qu'ils s'ignorent pas, peut-être que c'est leur déguisement, mais... je ne pense pas que je dise que ce sont des bolcheviks, mais que ce sont des collectivistes, oui, ça c'est certain. D'accord. Très clairement, pour tout ce qui est antiraciste et compagnie, ils font de l'essentialisation à fond les manettes, donc ils en sont à considérer que les Blancs, dans leur ensemble, ont telle et telle tare. Si on faisait la même chose avec les Noirs en disant que dans leur ensemble, ils ont telle et telle tare, ce serait qualifié de racisme à bon droit. Donc faire la même chose avec les Blancs, c'est pareil, c'est tout à fait aussi raciste, c'est une essentialisation, c'est un collectivisme typique. Donc là, il n'y a pas besoin d'élaborer beaucoup plus, on est vraiment dans le cas typique. Quant aux écolos, c'est le même procédé, c'est un peu plus compliqué, mais c'est le même procédé, puisque là, il s'agit essentiellement de taper sur non pas le blanc ou le noir, mais celui qui a de l'énergie contre celui qui n'en a pas, en gros. Donc on va dire, celui qui a de l'énergie, il dispose de telle et telle énergie, donc il commet le crime de déposséder celui qui devrait en avoir un peu plus. Il commet le crime d'être bien portant. Il commet le crime d'être heureux là où normalement il faudrait qu'il y ait un égal partage du bonheur, éventuellement de la misère. Donc voilà, c'est là aussi un collectivisme. Quand on regarde les décisions qui sont au bout des différentes politiques écologiques, ce ne sont pas des décisions individuelles, ce sont des décisions, enfin des propositions qui sont essentiellement collectives. Et au-delà des obligations, des impositions et des punitions, il n'y a pas grand-chose. Donc on est bien effectivement dans un régime totalement, c'est que c'est collectif. C'est-à-dire que l'idée, par exemple, je vais prendre un exemple extrêmement concret, l'idée par exemple qu'une petite ville ou même un quartier pourrait disposer de sa propre production électrique de son choix, non dicté par l'État, c'est totalement, absolument invraisemblable, c'est impossible. La seule chose qui marcherait, c'est si c'est dans la doxa, donc on imagine par exemple un quartier qui achèterait des plaques photovoltaïques ou des éoliennes, alors là ça marcherait. Bon, on sait que ça ne marche pas sur le plan économique, mais comme ça ne marche pas sur le plan économique, pas de problème, on va collectiviser tout ça et on va donc faire en sorte que tout le monde, donc y compris les autres, ceux qui ne sont pas concernés, payent pour le déficit de ces productions-là. Donc voilà, c'est l'exemple type. D'accord. On voit que les gens qui développent un peu vos idées, ou peut-être de manière un petit peu plus radicale, sont censurés. Notamment, ça s'accélère, Facebook, YouTube suppriment des comptes. Oui. Et tout ça, ce sont des sociétés, les sociétés de la tech en Californie, qui sont censées être progressistes, libérales, pour la liberté d'expression. Comment vous voyez ça, vous, cette censure c'est un mouvement de société, donc ça c'est en substance. Comme je disais, il y a à peu près 10% de gens qui expriment des choses dans un sens, 10% qui expriment des choses exactement opposées, 80% de la masse qui ne dit rien. Donc déjà,
la représentativité des réseaux sociaux comme des médias, elle est extrêmement faible puisqu'elle ne représente que ce que les gens d'un ou de l'autre bord de ces 10% expriment. Donc ça représente 20% peut-être des opinions. Et encore. Ensuite, il y a un mouvement global qui est un mouvement de radicalisation dans un sens comme dans l'autre. Ça a déjà été observé sur les 20 dernières années. C'est aussi bien mis en place par Facebook avec ces fameuses bulles que, bon, en gros, ça part du principe que les gens préfèrent toujours entendre des choses avec lesquelles ils sont d'accord. Donc, ils ont tendance à agglomérer les gens qui sont ensemble. Et donc, par voie de conséquence, on va se retrouver avec des discours extrêmement, enfin, qui vont avoir tendance à se radicaliser dans un sens et dans un autre. Donc c'est ces phénomènes qui sont des phénomènes naturels. Il y a un autre phénomène qui est à partir du moment où un groupe se sent menacé, il est de plus en plus vindicatif. Donc ça explique la vindicativité des groupes observés. Et enfin, dernière chose, les premiers entrants sur les réseaux sociaux ont toujours raison. C'est-à-dire que là, Facebook, bon, c'était pas un premier entrant, mais enfin, genre les réseaux qui sont très majoritaires, il n'y a pas de demi-réseau, si vous voulez. Twitter, quasiment dans le microblogging, c'est quasiment le plus important et quasiment le seul. Facebook, dans le réseau social, c'est au moins pour la partie occidentale le plus important. Donc à côté, on a VK en Russie à peu près, et puis je crois que c'est Baidu, je ne connais pas l'autre. Baidu, ouais, en Chine. En Chine. Voilà, bon, et là, vous avez à peu près, vous ne devez pas être loin d'avoir couvert 80% de la population terrestre. Bon. Donc voilà, il n'y a pas de situation stable sans un monopole de fait qui ne va pas forcément durer, mais il n'y a pas de situation stable sans espèce de monopole. Ce qui veut dire que derrière, vous avez à la fois un monopole et à la fois une radicalisation. Donc par définition, si vous avez un monopole et une radicalisation, il ne peut pas y avoir une radicalisation avec des personnes qui s'opposent systématiquement. Donc, il va y avoir une radicalisation. Là, actuellement, la radicalisation qui a marché, c'est la radicalisation côté, bon, là, on va dire progressiste, de façon générale, ou collectiviste, parce que ce sont ceux qui sont les plus audibles. Et donc, ces réseaux, comme la plupart des médias, sont aussi penchent largement à gauche. Et donc, le mouvement d'ensemble, c'est un mouvement qui s'entraîne lui-même. Il est en train de basculer. Et c'est la raison après pour laquelle il y a autant de censure des gens qui sont plutôt conservateurs, c'est précisément parce que comme il n'y a plus guère qu'un seul type de réseau disponible, que ne s'expriment de façon naturelle que des gens qui sont tous de la même obédience, ben forcément ceux qui n'en font plus partie ou ne sont pas dans cette obédience-là se font rapidement éjecter du réseau d'une façon ou d'une autre. D'accord. Alors en parlant d'affrontement, on a eu un fait divers récemment, je ne sais pas si vous l'avez suivi parce que vous vivez en Belgique, mais on a eu un fait divers à Dijon. Oui. Avec des bandes communautaires qui se sont affrontées. Oui. On dit souvent, c'est un reproche qu'on peut faire au libéralisme, enfin que certains font au libéralisme, c'est, vous savez, le libéralisme, c'est laisser faire, laisser passer, libre circulation des capitaux, des personnes, etc. Qu'est-ce que le libéralisme apporterait de plus en termes de sécurité? Est-ce que vous voyez comment le libéralisme... Je rappelle que le libéralisme c'est une doctrine de droit, donc Ouais. dans la doctrine de droit, ça suppose aussi un établissement de règles, donc de Ouais. lois. Ouais. De lois. Alors les ANARCAP iront jusqu'à milice privée, etc. Mais même sans aller jusque-là, à partir du moment où vous avez un droit qui est en place avec des propriétés soit privées, soit publiques, mais clairement définies, vous avez aussi des lois, donc éventuellement une force de l'ordre qui doit être mise en place, qui doit répondre à ce genre de problème. Alors soit la force de l'ordre est financée sur fonds privés, soit comme dans nos sociétés, elle est financée sur fonds publics, ok, bon. Après c'est une question de degré de libéralisme ou de niveau d'intervention de l'État, mais en tout cas, si on s'en tient même au libéralisme de base, l'État, dans sa partie régalienne, doit imposer la même loi pour tous. Donc l'ordre, donc par exemple le retour à l'ordre, si on prend à Dijon, on ne peut pas arriver à ce genre de situation sans que l'État intervienne. Si on se retrouve avec ce genre de situation, ça montre d'une part un déficit, au moment où ça s'est produit, d'un déficit de l'État qui n'est pas capable d'intervenir pour calmer le jeu, et ensuite ça montre aussi sur le plus long terme l'incapacité de l'État à éviter que ça se produise. D'accord. Voilà. Et du coup, est-ce que, on est sur la chaîne Singe par Evlom, c'est une chaîne, vous savez, dont les thèmes, les thématiques sont les armes, la survie, le survivalisme, etc. Oui. Du coup, quel est votre avis, vous, sur les armes? Parce qu'on n'a pas toujours été interdit d'avoir des armes en France.
Je suis pro port d'armes. Je pense que un citoyen armé est un citoyen qu'on ne vient pas faire chier. Ouais, Donc voilà, c'est un premier point. ouais. Un citoyen armé, c'est un citoyen. Un citoyen sans armes, c'est un contribuable. Voilà. J'adore ce dicton. Ouais. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et ensuite, à partir du moment où tout le monde est armé, les méchants comme les gentils, eh bien, ça veut dire que comme il y a beaucoup plus de gentils que de méchants, les méchants tiennent à carreau. Alors, c'est pas systématiquement vrai, c'est pas vrai en tout lieu en tout temps, mais globalement, ça marche très bien. Il y a une question de mentalité, par exemple, qui fait que les gens apprennent à se servir des armes, apprennent à les utiliser à bon escient, ce qui Mhm. explique par exemple le différentiel énorme entre le Canada et les États-Unis ou la Suisse en matière de gestion des armes, parce qu'on balance toujours l'exemple des États-Unis. Ah, mais si les gens ont des armes, ils vont tous se tirer, c'est le Far West. Mais oui, bien sûr. Mhm. Bon, la réalité, c'est que les armes aux États-Unis, c'est pas aussi dangereux que ce que les médias français en racontent. Mais bon, très concrètement, c'est comme tout le reste. Les gens n'imaginent pas priver tout le monde de voitures au prétexte que Nice, par exemple, hein, on peut tuer des gens avec une voiture ou avec un camion. Donc bon, je vois pas pourquoi on prive les gens de se protéger eux-mêmes. Actuellement, très concrètement, en France, les gens n'ont pas le droit de porter des armes. Seuls les méchants ont des armes qu'ils n'hésitent pas à utiliser. Il y a tous les jours des fusillades en France, tous les jours. Vous allez dans Google News, vous tapez fusillade, vous regardez ce qui tombe. Tous les jours, vous avez des fusillades, tous les jours, vous avez des gens tués par balle en France. Mhm. Pour un pays qui se veut le parangon de l'interdiction du port d'armes, je trouve ça particulièrement comique. Donc Mhm. très concrètement, on devrait autoriser les gens à porter des armes et à pouvoir s'en servir. Jusque dans les années 1914 ou 15, je crois, le port d'armes était autorisé. La France n'était pas un Far West. Ça marchait pas mal. Et les gens étaient très raisonnables dans leur utilisation des armes. Donc, faut pas non Mhm. plus déconner. Pour moi, la liberté s'accompagne de responsabilité. Et cette responsabilité, notamment celle d'assurer sa propre protection. Donc, par exemple, le survivalisme, après, c'est une question de degré. Vivre dans Ouais. un bunker, c'est pas trop mon truc, mais je comprends très bien les gens qui s'entraînent, soit aux armes, soit au combat. Les gens qui maintiennent toujours un stock de vivres chez eux. Tout ça, en fait, c'est du bon sens. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont absolument nécessaires. Normalement, un type normalement constitué doit toujours pouvoir se dire, oui, bah là, ça va bien, demain, il peut y avoir un problème majeur, un tremblement de terre, il peut y avoir, et on peut avoir besoin de moi, ou je peux avoir besoin de fuir, je peux avoir besoin d'aider des gens, je peux avoir, donc ça s'apprend, c'est aussi une question de mentalité. Et donc, c'est aussi une forme de liberté. La liberté enfin, savoir qu'on peut se protéger soi-même, savoir qu'on peut quitter son logement rapidement en cas de besoin et savoir où aller quand il y a un problème, c'est une liberté de l'esprit, ça permet d'être beaucoup plus tranquille, Mhm. etc., etc. Donc, évidemment, je suis totalement pour. D'accord. Bon, écoutez, Hachez, on est à 30, un peu plus de 30 minutes. J'ai une dernière question à vous poser. Deux dernières questions à vous poser. Oui. Euh, qui sortent un peu du sujet, mais pas tant que ça. J'ai l'impression que les Français sont d'irréductibles socialistes. J'ai l'impression que les voisins italiens et espagnols sont un peu comme ça aussi. Enfin, on l'a pas toujours été, mais on le devient, et j'ai l'impression qu'on va le rester pour un certain temps. Et j'ai l'impression qu'au nord de l'Europe, les pays anglo-saxons notamment, ils ne sont pas comme ça. Ils ont des taux de chômage plus faibles, ils sont plus sensibles aux idées libérales. Est-ce que vous pensez que les choix politiques qu'on fait, les choix économiques qu'on fait sont liés à notre culture? Oui, je pense. Il y a une question effectivement culturelle. Les Français sont imbibés de culture judéo-chrétienne dans laquelle traditionnellement le profit, le profit n'est pas forcément très bien vu et il doit y avoir pénitence. Alors que tout ce qui est Europe du Nord, avec notamment tout ce qui est luthérien et calviniste, ont tendance à trouver le profit comme étant la juste rétribution du travail. Ça explique une vision assez différente oui, de la richesse qu'on retrouve aux États-Unis, qu'on retrouve en Angleterre, qu'on retrouve dans les pays d'Europe du Nord, et la vision
plutôt un peu culpabilisante, si vous voulez, de la réussite en France, en Italie et en Espagne. Bon, ça c'est une question de culture. Après, il y a une question de langue. J'ai remarqué que les pays francophones avaient une tendance, peut-être c'est Rousseau, je ne sais pas, avaient une tendance à placer le collectif au-dessus de l'individu, dans des proportions variables, mais c'est souvent ça. Alors, il faut comprendre que c'est à la fois humain et bon, c'est francophone pour cette partie-là. Hein, je disais Rousseau peut-être, je ne sais pas. Mais il y a aussi une question humaine, c'est-à-dire que l'humain, un humain quel qu'il soit, est toujours tiraillé entre les besoins d'appartenir à un groupe et le besoin de s'en différencier, d'être un individu atomique seul. On n'est jamais complètement seul, on peut jamais vivre de façon totalement détachée, on n'est pas des ermites, donc on n'est pas totalement des individus, on a besoin du groupe, mais on ne peut pas non plus être totalement assimilable à un pion dans un groupe. Donc il faut comprendre qu'en fait c'est une question de balance. Une société qui fonctionne, c'est une société qui arrive à trouver une balance harmonieuse entre l'importance donnée au groupe et l'importance donnée à l'individu. Actuellement, la France a balancé nettement vers le côté collectiviste, vers le côté du groupe. C'était pas comme ça il y a un siècle et demi. Au 19e siècle, on était plus du côté de l'individu. Bon, c'est pour ça que je disais, hein, la France se remettra de ses déboires actuels. Elle oscille en fait, comme tout pays, entre ces deux extrêmes, l'individu complètement atomique et le groupe complètement dépourvu de toute individualité. Bon, là actuellement, on va trop dans un sens. Il faudra qu'on revienne dans l'autre sens. D'accord. Alors un dernier point, H16. J'ai l'impression que les libéraux sont une espèce pas en voie d'expansion du tout. On les voit de moins en moins dans les médias. Les idées que vous avez exprimées là, au cours de l'interview, ou qu'on peut lire dans vos articles toutes les semaines, sont intéressantes, enfin en tout cas sont loin d'être honteuses. Et pourtant vous écrivez sous pseudonyme, on voit pas votre visage. J'ai interviewé il y a pas très longtemps un survivaliste qui est un garçon charmant, Vic Gadsden que je salue s'il écoute. Je sais pas, j'ai l'impression que les gens, soit libéraux, soit de droite, soit les deux, n'ont pas envie de se montrer. Du coup, ça rend un peu leur cause un peu clandestine, j'ai l'impression. Alors pourquoi ne pas faire le choix de se montrer et de se bagarrer, parce que les idées sont nobles, je trouve, les idées libérales. Alors, la raison est assez simple, c'est que ce qui m'intéresse, c'est de mettre en avant mes idées, c'est pas de mettre en avant le personnage. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Il y a une autre chose, c'est que c'est cohérent en quelque sorte. Les individualistes s'occupent surtout de leurs fesses à eux et pas des fesses des autres, donc ils n'ont pas forcément envie de se mettre en avant, parce que ce qu'ils veulent, c'est surtout cultiver leur propre potager, leur propre jardin. Moi, si je fais un blog, c'est parce que au départ, ça me servait, c'est un peu comme une thérapie, si vous voulez. Bon, j'en parlais. L'idée, c'est m'épancher dans le blog. J'ai aucun désir de célébrité, je n'ai aucun désir de me mettre moi en avant en tant que personne. Je sais que de toute façon, les gens de bon sens et les idées qui tiennent la route, choses qui sont logiques et qui ont effectivement, qui ne sont, comme vous disiez, qui ne sont pas honteuses, voire qui sont même honorables, ces idées-là finissent toujours par gagner. Donc après, j'ai pas besoin que mon visage soit collé sur ce truc-là, ça ne me sert à rien personnellement. Je ne suis pas là, moi, je ne fais pas de politique à titre personnel. Je ne vends rien de spécial. Enfin, si, je vends des trucs, genre des mugs et des trucs comme ça sur mon blog, mais ah oui, j'ai vu ça. Ouais. C'est totalement anecdotique. Ce que je veux dire, mon but n'est pas de vendre un parti politique. Je ne vais pas faire ma carrière là-dessus. Mon objectif n'est pas un objectif personnel. Donc dès lors, comme c'est pas un objectif personnel, mon objectif n'est pas de relever la France, mon objectif n'est pas de sauver les âmes égarées, c'est pas ça. Mon objectif, c'est disons, c'est plus noble, enfin c'est plus humble, c'est faire rire le lecteur, essayer de dénoncer ce qui est absurde, intéresser les gens, faire un petit peu de prosélytisme, pourquoi pas, mais je n'ai pas du tout comme but ni de me mettre en avant, ni de fonder un parti politique, donc je ne vois pas en quoi mon nom, ma trombine
aiderait à quoi que ce soit. Je comprends l'argument adverse qui dirait oui, ça vous permettrait de plus porter vos idées. Bon, a priori, je pense pas. On m'a pas convaincu pour l'instant. Ok. Bon, bah écoutez, super. Je suis très content d'avoir échangé avec vous. C'est très clair. Moi, je pense que vous avez bien défendu votre cause, comme toujours. Merci. Donc, on peut vous lire sur Atlantico, Sur Contrepoint, sur Contrepoint, ouais. sur h16free.com. Ouais. Voilà, puis d'autres endroits qui me reprennent. En fait, tous ceux qui veulent me reprendre peuvent le faire, à condition juste de faire un lien sur la source, il n'y a pas de Ok. problème. Bah, je ferai un lien en description de la vidéo. Je mettrai un lien vers les Voilà. différents médias sur lesquels vous êtes présents. Ok. Et ben, Merci merci beaucoup. beaucoup, HTL. Merci.